Mon fils a dit « Ma femme, les enfants et ma belle-mère vont vivre ici, pas de discussion. » Alors moi, mon fils m'a regardé et a lâché « Maman, tout est réglé. On déménage samedi. » La phrase est tombée, sèche, comme un avertissement. Pas de bonjour, pas de « Comment vas-tu ?» Édouard parlait comme un chef de service. Nathalie, assise sur le canapé à côté de lui, tapotait sur son téléphone sans lever les yeux. Madame Sylvie, sa canne à portée de main, souriait comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Je tenais encore ma tasse de café. Ma main tremblait un peu. Je sentais la chaleur du liquide au fond, l'odeur du café fort qui m'avait toujours rappelé qui j'étais. Mais à cet instant, je ne le savais plus. On a décidé que c'était mieux pour tout le monde ici, a-t-il continué. Espace, silence, qualité de vie. Et toi, tu vis seul, n'est-ce pas? Seul. Ce mot m'a frappé plus fort que n'importe quel autre. Comme si ma solitude était un problème qu'il devait résoudre, avec ma maison. J'ai regardé autour de moi. Mon canapé avec son plaid au crochet, mes pots de basilic, mon atelier de couture avec les tissus pliés par couleur. Et soudain, tout cela semblait envahi. Il parlait, expliquait, planifiait. Mais personne ne m'a demandé si je le voulais, parce qu'au fond, ils étaient sûrs de la réponse. Celle de toujours. Celle de la mère qui n'a jamais dit non. Mais ils ignoraient une chose. Ce jour-là, je n'étais plus la maman. J'étais Hélène Dubois. Et ils étaient sur le point de découvrir qui j'étais devenue. Si cette histoire vous a déjà touché en quelques minutes, imaginez ce qui vous attend. Ici, chaque vidéo est un coup de poing dans le cœur et une étreinte pour l'âme. Abonnez-vous maintenant, activez la cloche et rejoignez ceux qui ne regardent pas, mais ressentent. Ne manquez pas la suite. Je m'appelle Hélène Dubois. J'ai 60 ans. Mais jusqu'à hier, je m'appelais simplement maman. J'ai été mère avant d'être femme, avant d'être quelqu'un, avant même de me regarder dans le miroir et de comprendre qui était cette personne dans le reflet. Édouard est né quand j'avais 25 ans, l'alliance encore au doigt et l'espoir au cœur. Mais l'espoir ne dure pas longtemps quand on épouse un homme comme Claude Dubois. Il a quitté la maison 2 mois avant les 3 ans d'Édouard. Il a laissé un mot, une paire de baskets et les traites de la maison en retard. Il n'est jamais revenu. À partir de ce jour, ma vie est devenue une sorte de compte à rebours. Combien de lessives devais-je faire pour payer la crèche? Combien de nuits blanches pour boucler les fins de mois? Combien de noms devais-je avaler avec le sourire? J'ai élevé Édouard seul, en cousant, en faisant des ménages, en vendant des tapis au marché aux puces. Tout cela avec une fierté silencieuse que seule la nécessité enseigne. Je ne suis pas une femme de film, je ne l'ai jamais été. J'ai les mains calleuses, le dos voûté et quelques rides de plus que ce que les miroirs aimeraient le montrer. Mais chacune de ces marques porte une histoire que personne n'a voulu entendre. J'ai réussi à acheter cette maison à 49 ans. Petite, mais à moi. J'ai peint les murs en vert clair parce que ça me rappelait l'enfance, le potager de ma grand-mère. J'ai accroché des rideaux que j'ai brodés moi-même. J'ai créé mon atelier de couture près de la fenêtre, là où le soleil tape chaque matin. Je me suis réinventée quand plus personne ne pensait qu'il était encore temps. Édouard a toujours été un garçon intelligent, mais il a grandi en pensant que le monde devait se plier à ses désirs. Je l'ai laissé faire. Je pensais le protéger. Aujourd'hui, je comprends que je ne faisais que le permettre, et le temps a passé. Je suis devenue le pilier de la famille, celle qui trouve toujours une solution, celle qui s'occupe, qui prête, qui écoute, qui endure. Personne ne me demande comment je vais, ni ce que je veux. Mais la vérité, je voulais le silence, je voulais la paix. Je voulais me réveiller en sachant que ce jour-là, personne ne dépendait de moi. Je voulais boire mon café lentement, coudre sans me presser. Dormir la porte ouverte, parce que c'est ma maison et que personne n'a le droit de l'envahir, ni avec des mots, ni avec des promesses. Ces dernières années, j'ai commencé à mettre de l'argent de côté en secret. Pas grand-chose, mais assez pour les urgences. Des urgences comme celle-ci, je ne savais pas exactement ce que j'allais faire. Mais je savais une chose, si je les laissais entrer maintenant, je ne retrouverais plus jamais la femme que j'avais mis tant de temps à construire. Et j'ai déjà perdu trop de gens pour me perdre moi-même. Hélène Dubois n'allait pas disparaître à nouveau. Elle était de retour. Et cette fois, elle ne serait pas seulement la mère. Il était temps d'être entière. Je ne demandais pas grand-chose. Jamais. Je n'ai pas rêvé de manoir, de voyage à l'étranger ou de voiture de luxe. Ce que je voulais, c'était du respect.
Je voulais que quelqu'un me demande comment s'était passée ma journée, sans que cela ait un rapport avec des factures, des services ou des médicaments. Je voulais qu'Édouard me regarde dans les yeux, non pas seulement quand il avait besoin de quelque chose, mais quand il voulait savoir qui j'étais. Mais il ne le savait pas. Il ne savait pas que je pleurais encore sous la douche, que parfois, je me réveillais en pleine nuit sans savoir pourquoi. Il ne savait pas que mes épaules me faisaient mal à force de porter des sacs de course et des silences. Et, peut-être le pire de tout, il n'a jamais voulu le savoir. Pendant des années, j'ai accepté. J'ai accepté de faire ce que personne ne faisait, d'être forte quand tout en moi s'effondrait, d'avaler ma salive, de sourire, de servir. Mais avec le temps, ce désir qui était infime a grandi. Il est devenu la nostalgie de moi-même. La nostalgie d'écouter de la musique fort sans que personne ne se plaigne. La nostalgie de cuisiner ce que j'aime, sans entendre « il y a des pâtes ». La nostalgie de me promener en pyjama dans la maison, de ne pas avoir à sourire quand je ne vais pas bien, de ne pas avoir à me justifier d'exister. Je me souviens d'un soir, il faisait froid, je cousais une robe pour la fille de la voisine. Il était presque 2 heures du matin. Édouard avait environ 16 ans. Il est entré dans la cuisine, m'a regardé et a dit « Pourquoi tu ne te trouves pas un vrai travail ?» Cette phrase m'a brisé d'une manière que je n'ai toujours pas réparée. Mais je n'ai pas répondu. J'ai continué à coudre, parce que quelqu'un devait bien acheter ses fournitures scolaires. Il ne s'en souvient pas. Mais moi, je ne l'ai jamais oublié. Ce que je veux aujourd'hui, c'est ne plus avoir à me défendre, ne plus avoir à prouver ma valeur, ne plus avoir à céder mon espace, ma maison, ma santé mentale, juste pour conserver un titre de bonne mère. Je veux la vraie liberté. Et je ne parle pas d'aller vivre seule à Paris. Je parle de la liberté de pouvoir dire non, de mettre un nouveau verrou à la porte et que personne n'ait la clé sans mon consentement. Je parle de savoir que si je décide de sortir prendre un café un dimanche, personne ne se plaindra que je n'ai pas fait le déjeuner. La liberté, pour moi, c'est de pouvoir faire des erreurs, c'est de pouvoir changer d'avis, c'est de pouvoir choisir qui entre et qui sort de ma vie. Et non, ça ne me rend pas égoïste, ça me rend vivante. Quand Édouard a dit que tout était réglé, quelque chose en moi s'est fissuré. Ce n'était pas de la colère, pas encore. C'était une sorte de honte, de moi-même, pour avoir laissé les choses en arriver là. Pour avoir élevé un fils qui ne voit aucun problème à prendre des décisions concernant ma maison, ma vie, comme si j'étais un objet de décoration. Est-ce que je l'ai éduqué ainsi? Ou est-ce le monde qui lui a montré que les femmes comme moi n'ont pas le droit de choisir? J'y ai pensé pendant des jours, parce que ce que je voulais, ce n'était pas la vengeance, c'était la dignité. C'était d'ouvrir mon tiroir à draps et de savoir qu'il était encore à moi. C'était d'entendre mes propres pas dans la maison et de sentir que chaque pièce m'appartenait encore. Je sais que ça semble peu, mais pour quelqu'un qui a passé sa vie à servir les autres, c'est tout. Ma plus grande peur a toujours été de me retrouver seule. Mais à ce moment-là, ma plus grande peur est devenue de me perdre moi-même. Et ce désir, autrefois silencieux, est devenu une force étrange, chaude, qui a commencé à grandir ici, dans ma poitrine. Je ne savais pas ce qu'elle allait me faire, mais je savais une chose. Cette fois, j'allais m'écouter. Même si c'était la dernière fois. Même si cela devait coûter le peu de relations qu'il me restait avec mon fils. Même si cela devait me faire paraître ingrate, insensible, égoïste. Parce que parfois, pour se sauver, il faut laisser les autres penser le pire de vous, tant que vous connaissez la vérité. Et la vérité, c'est que je n'en pouvais plus d'être utilisée comme une solution. Je voulais être un choix. Je voulais qu'un jour, quelqu'un me dise « Tu veux ?» avant de décider pour moi. Je voulais dire oui, mais je voulais aussi avoir le droit de dire non. Et ce samedi-là, quand le camion de déménagement se garerait devant ma maison, je serais prête à donner ma réponse, cette fois d'une voix ferme, avec le cœur battant au rythme de la femme qui, enfin, s'était reconnue. Et cette femme n'allait pas renoncer à elle-même, pas une fois de plus. La porte s'est ouverte sans qu'on frappe, sans sonner. Je le savais. Édouard avait la clé. Il l'avait toujours eue. Depuis son adolescence, quand j'ai commencé à travailler à l'extérieur. C'était pratique. C'était utile. Mais ce mardi matin, le son de la poignée qui tournait avait un autre poids. Un son d'invasion. « Salut maman, tu es occupée ?» Il n'a même pas attendu de réponse. Il est entré d'un pas rapide, suivi de Nathalie et des enfants. Lucas a couru vers moi et m'a serré les jambes. Chloé est restée plus timide,
s'accrochant au bras de sa mère. « Bonjour, mamie », a-t-il dit, avec ce sourire qui me faisait fondre. Mais ce n'était pas son sourire qui m'inquiétait. C'était ce qui allait suivre. « Il faut qu'on parle », a dit Édouard, en s'installant sur la chaise bleue de la cuisine, la même que j'avais vernie la semaine dernière. Nathalie s'est assise aussi, un carnet à la main. Ce n'était pas une visite, c'était une réunion. Alors, on a bien réfléchi, et on a décidé. On a décidé. Ce mot m'a immédiatement mise en alerte. La situation dans l'appartement est devenue intenable, a-t-il poursuivi. Seulement 2 chambres. Les enfants grandissent. Madame Sylvie a une santé fragile. Et ici, il y a plein de place, non ? A complété Nathalie, comme si elle parlait d'une salle de fête. Je suis restée debout, ma cuillère en bois à la main. Les haricots mijotaient encore sur le feu. Mais à l'intérieur, je n'entendais plus le frémissement de la casserole. « On déménage ici samedi », a dit Édouard, avec la tranquillité de celui qui a déjà payé le transporteur. On a tout arrangé avec le camion. L'école des enfants a été informée de la nouvelle adresse. La mère de Nathalie a prévenu ses frères qu'elle viendrait vivre avec nous. Je les ai regardés tous les deux. Ils souriaient, comme s'ils avaient fait ce qu'il fallait, comme s'ils m'annonçaient une bonne nouvelle. « Vous déménagez ici ? » ?»« Oui, maman. »« Et avant que tu dises quoi que ce soit, calme-toi. Ça va bien se passer. » Nathalie a ouvert son carnet et a commencé à énumérer les plans. « Les enfants iront dans ton atelier de couture. On peut y mettre 2 petits lits. Toi, tu pourras coudre dans la cuisine si tu veux. Édouard et moi, on dormira dans le salon, sur le canapé-lit. Et ma mère dans la chambre d'amis. Mon atelier de couture, mon refuge, le seul endroit où je respirais pleinement. « Mais toi, maman, tu resteras dans ta chambre comme d'habitude, » a répondu Édouard, comme s'il m'offrait un prix de consolation. « Et tout ça, vous l'avez décidé, sans me le demander ? Maman, tu vis seule, il y a tellement de place ici. Et nous, on en a besoin. Juste pour un temps. Juste pour un temps. » Cette phrase, je la connaissais déjà. C'est ce qu'il avait dit quand il a abandonné ses études et est revenu vivre avec moi, quand il a perdu son travail, quand sa copine l'a quitté. Juste pour un temps. Et ce temps devenait toujours des années. « Et si je dis non ?» ai-je demandé, entendant à peine ma propre voix. Édouard a ri, un rire nerveux, mal à l'aise. « Maman, tu n'es pas comme ça. Tu ne l'as jamais été. Tu as toujours tout compris. Tu as toujours aidé. Vous êtes le pilier de notre famille, » a dit Nathalie, sur un ton presque politique. « Vous n'allez pas nous refuser votre aide. Aide, comme si m'envahir était une façon de me demander de l'aide. Comme si je n'avais pas le droit de vouloir mon propre espace. » Ils ont continué à parler, à faire des plans. Lucas va adorer jouer dans le jardin. Je lui ai même dit qu'on y accrocherait un hamac. Et tu pourras nous aider avec leur routine, bien sûr. Nous, on travaillera. Bien sûr. Bien sûr que je serai disponible. Bien sûr que mes journées s'adapteraient aux leurs. Bien sûr que mon silence serait remplacé par des pleurs, la télé à fond et le bruit des casseroles dès le matin. J'ai regardé par la fenêtre. Le soleil du matin brillait dans le jardin. Mes herbes aromatiques dans le coin étaient encore vivantes. Mais moi, à l'intérieur, je commençais à me flétrir. « Et si je ne veux pas ?» ai-je répété, cette fois d'une voix plus ferme. Édouard m'a regardé comme on regarde un enfant qui fait un caprice. « Ne dis pas ça, maman. Tu es juste nerveuse. Tu verras que c'est mieux pour tout le monde. Vous avez toujours aidé. Vous n'allez pas changer maintenant, n'est-ce pas ?» a enchaîné Nathalie. Il croyait me connaître. Mais il ne connaissait pas le compte que j'avais ouvert à la banque 2 ans plus tôt. Il ne connaissait pas l'argent que j'avais accumulé en secret, couture après couture, déjeuner sauté après déjeuner sauté. Il ne connaissait pas la femme que j'étais en train de devenir. Ce matin-là, quelque chose s'est allumé en moi. Ce n'était pas du feu, c'était une décision. J'ai souri. Un sourire qu'ils n'ont pas compris. Et à cet instant, ils ont signé, sans le savoir, leur propre avis d'expulsion, de l'image qu'ils se faisèrent de moi. Si à un moment de cette histoire vous vous êtes reconnu, si vous avez senti la boule dans la gorge, la douleur silencieuse ou la force naître du silence, laissez un like et commentez ci-dessous. Quel moment vous a le plus touché? Votre voix peut aussi inspirer quelqu'un. Samedi à 8h du matin, le camion de déménagement s'est garé devant ma porte. Pas un coup de sonnette, pas un bonjour, juste le crissement des roues sur le trottoir et les cris d'Édouard qui coordonnaient les déménageurs. Je me suis réveillée avant le lever du soleil. Je n'ai presque pas dormi. Je suis restée allongée à écouter les bruits de la rue,
comme si chaque voiture qui passait était une sentence. Je me suis levée, j'ai mis le café à chauffer et j'ai essayé de suivre ma routine. Mais la routine n'existe pas quand votre maison cesse d'être seulement la vôtre. À 8h15, on a frappé à la porte. Lucas a été le premier à entrer, un sac à dos de dinosaure sur les épaules. Il a couru vers moi et m'a serré fort dans ses bras. « Mamie, ça va être la meilleure maison du monde. » J'ai dû sourire. Pour lui. Mais le goût était celui d'un café amer et de l'impuissance. « Bonjour, belle maman, » a dit Madame Sylvie, en entrant avec une énorme valise et s'appuyant sur sa canne. Je suis venue pleine de bonne volonté pour tout recommencer. Recommencer. Chez les autres. « Vous pouvez mettre ces cartons ici dans le salon, » a dit Nathalie à l'un des déménageurs, en ouvrant sans cérémonie la porte de mon atelier de couture. C'était mon temple, le coin où je brodais des souvenirs et cousais des silences. J'ai vu ma machine à coudre être poussée dans un coin. Mes tissus, pliés avec soin, mis en carton à la hâte. « On va utiliser cette chambre pour les enfants, d'accord ?» a-t-elle demandé, mesurant déjà l'espace du regard. Je n'ai pas attendu la réponse. Je savais qu'elle ne faisait que prévenir. Édouard est apparu avec une télévision dans les mains. « Maman, on va laisser celle-ci dans ta chambre, d'accord ? Celle du salon est plus grande, c'est mieux pour que les enfants la regardent. » Il m'a regardé comme s'il me faisait une faveur. « Ah, et pour le déjeuner, on fait juste des pâtes aujourd'hui, non ? Quelque chose de simple. Tout le monde est fatigué par le déménagement. Simple. Comme si j'étais la cuisinière, la femme de ménage, l'employée. Je suis allée à la cuisine en silence. J'ai mis de l'eau à bouillir. Dans le salon, j'entendais Nathalie donner des ordres, Madame Sylvie dire où elle voulait son armoire, et Édouard expliquer à Lucas qu'il devait maintenant partager l'espace. Mais personne ne me demandait rien. Ni si j'allais bien, ni si je voulais de l'aide, ni si je voulais de la compagnie. Les pâtes ont été prêtes en 20 minutes. J'ai servi dans des assiettes dépareillées, les mêmes que j'ai utilisées toute ma vie. Madame Sylvie s'est plainte de l'assaisonnement. Un peu plus de sel ne ferait pas de mal, mais c'est bon. Lucas a renversé du jus sur la nappe brodée que j'avais héritée de ma mère. « Pardon, mamie », a-t-il dit, mais il courait déjà pour jouer. La nappe a absorbé la tâche. J'ai absorbé le silence. Nathalie s'est levée, son assiette encore à moitié pleine. « Tu me donneras le mot de passe du Wi-Fi après ? J'ai plein de choses à régler pour leur école. » J'ai vu Madame Sylvie s'installer dans le fauteuil qui était le mien, le seul où mon dos ne me faisait pas souffrir. Ce fauteuil est une bénédiction. On ne dirait même pas que vous avez des problèmes de dos. Je n'ai pas répondu. J'ai débarrassé la table en silence. J'ai rangé les assiettes. J'ai passé un chiffon sur la nappe tachée. Mon corps était dans la cuisine, mais mon âme était appuyée contre le mur du couloir, essayant de comprendre ce qui s'était passé. Quand je suis allée dans ma chambre, j'ai trouvé la porte entr'ouverte, mon lit défait, la télévision déjà allumée à plein volume. La paix était partie, et je n'avais même pas encore dit oui, parce que personne ne m'avait donné la chance de dire non. Le soir, je suis allée prendre une douche. J'ai trouvé la salle de bain avec des serviettes mouillées jetées par terre. La brosse de Madame Sylvie occupait mon verre à brosse à dents. Mes crèmes étaient dans l'armoire du bas. Mon shampoing avait été remplacé par un flacon sans bouchon. J'ai fermé la porte, je me suis assise sur l'abattant des toilettes et j'ai respiré profondément. Là, où personne ne pouvait me voir, j'ai laissé couler les premières larmes. Je pleurais sans un bruit, comme quelqu'un qui ne veut pas déranger dans sa propre maison. Je suis retournée dans ma chambre. Édouard était dans le salon, en train de préparer des matelas gonflables. « Demain, on pourra parler du déjeuner de la semaine ?» a-t-il dit, sans même lever les yeux. Demain, la semaine. Il vivait déjà là. Il s'était déjà installé. Moi, je n'étais que le décor d'une maison qui n'était plus la mienne. Je me suis allongée sur le lit. J'ai vu le plafond que j'avais peint avec tant d'amour l'été dernier. Et j'ai pensé, est-ce que je vais m'y habituer ? Mais une voix en moi a répondu, non, tu ne le feras pas. Parce que ça, ce n'est pas une maison. C'est une invasion. Et si tu ne fais rien, ce sera la dernière chose qui te restait, le silence. Cette nuit-là, j'ai fermé la porte de ma chambre à clé, pour la première fois en 30 ans. Pas pour les protéger eux, mais pour me protéger moi. Cette nuit-là, j'ai fermé la porte de la chambre à clé comme on ferme un chapitre. Je me suis couchée sans me changer. Je n'ai pas pu. Je suis restée là, immobile, à écouter le bruit de la maison qui était autrefois la mienne et qui appartenait maintenant à tout le monde, sauf à moi.
Les voix dans le couloir, les pas, le bruit de la télévision, le salon allumé, la cuisine éclairée, la salle de bain occupée, moi, dans le noir. Je n'ai pas pleuré, pas de cette façon dramatique des films. Mais quelque chose en moi s'est brisé, une fissure fine mais définitive, comme de la porcelaine fêlée, encore entière, mais avec un avertissement. Attention, ça va casser. Je suis restée à regarder le plafond, me souvenant du jour où j'ai peint cette chambre. J'ai utilisé de la peinture lavable. J'ai mis 3 jours à le faire seul. J'ai mis du ruban adhésif sur les bords, j'ai couvert les meubles avec de vieux draps. C'était mon refuge. Maintenant, il n'y avait même plus mon odeur. J'ai pris mon carnet de notes, un vieux carnet à la couverture bleue caché dans le tiroir des chaussettes. Je l'ai feuilleté sans réfléchir. J'y ai vu des notes de commandes de vêtements, de factures payées, de dates de médicaments. Et là, sur une feuille froissée, une liste, ma liste. Chose que je veux encore faire avant de mourir. Écrite un après-midi pluvieux, il y a environ 2 ans, quand Madame Elvira, ma voisine, est morte et que personne n'est venu à l'enterrement. À l'époque, ça m'avait choqué. Et j'ai écrit cette liste comme pour crier à la vie « Hé, je suis encore là !» Il y avait « Apprendre à conduire, prendre des cours de peinture, voyager en train, aller au cinéma seul, dormir sans culpabilité. » J'ai passé mon doigt sur chaque élément comme on parcourt une vieille route. J'ai pensé à la façon dont j'avais effacé mes désirs au fil des ans. D'abord, quand Édouard est tombé malade à 8 ans. Puis, quand Nathalie est tombée enceinte. Puis, quand Lucas est né. Puis, quand Madame Sylvie a eu besoin d'aide pour ses médicaments. Il y a toujours eu un après. Et mon maintenant n'est jamais arrivé. J'ai fermé le carnet. Je me suis levée, lentement. Je suis allée vers le miroir de la commode. J'ai allumé la faible lumière de la lampe de chevet. Et j'ai fixé mon reflet. Les yeux cernés, les traits tirés, les cheveux gris mal attachés. C'était moi. Mais ce n'était pas moi. C'était ce qu'il restait de moi. J'ai eu la nausée. Je suis allée à la cuisine chercher de l'eau. J'ai ouvert la porte doucement. La maison était sombre, mais pas silencieuse. J'ai entendu des voix basses. Édouard et Nathalie qui discutaient dans la chambre d'amis. « Elle est un peu bizarre, a-t-il dit. C'est le choc, c'est normal, ça va passer. Tu crois qu'elle va vraiment l'accepter sans problème ? Elle a toujours accepté. Elle est comme ça. Elle râle au début, puis elle s'habitue. » J'ai refermé la porte doucement et je suis retournée dans ma chambre. Chacun de leurs mots résonnait encore en moi. Puis elle s'habitue. S'habituer à être effacée. S'habituer à n'être qu'un soutien. S'habituer à céder. S'habituer à se taire. Cette nuit-là, je n'ai plus réussi à dormir. J'ai pensé à appeler Sophie, mais il était tard, et je ne savais pas encore quoi dire. Le lendemain, je suis allée à la boulangerie. J'avais besoin de sortir, de respirer, de réfléchir. J'ai acheté du pain et un vieux journal. En revenant, j'ai vu Sophie assise sur son balcon. Elle a souri, mais quand elle m'a vue de près, son sourire s'est effacé. « Hélène, qu'est-ce qui s'est passé ?» Je n'ai pas répondu tout de suite. Je me suis assise à côté d'elle. Ils ont déménagé ? Eux, Édouard, Nathalie, les enfants, sa mère, tous. Comment ça ? Chez toi ? Ils y sont déjà, depuis hier. Sophie est restée silencieuse. Et tu les as laissés faire ? Je ne les ai pas laissés faire. J'ai été informée. Et maintenant, je suis là. J'essaie de ne pas disparaître. Je suis restée avec elle presque 1 heure. J'ai peu parlé, mais elle a tout compris. Sophie était de ces amies qui écoutent avec les yeux. Quand je suis rentrée à la maison, l'odeur était différente. Une odeur de cuisine avec des épices qui n'étaient pas les miennes. Une odeur de parfum sucré venant de la chambre d'amis. Une odeur de jouets en plastique éparpillés dans le salon. J'ai eu un haut le cœur. Et à cet instant, j'ai décidé. Je n'allais pas me plaindre. Je n'allais pas crier. Je n'allais pas supplier. J'allais agir, en silence. Comme on prépare une robe de soirée. On coude de l'intérieur, on bâtit sans le montrer. Je suis retournée dans ma chambre. J'ai ouvert le tiroir des chaussettes. J'ai pris autre chose qui y était cachée. L'enveloppe du compte épargne. Le compte que personne ne connaissait. L'argent que j'avais mis de côté pendant des années. Avec ça, je pouvais partir, louer un autre endroit, acheter la paix. Mais non, ce n'était pas à moi de partir. C'était à moi de décider. Cette nuit-là, pendant que tout le monde dormait,
Je me suis assise dans la cuisine avec mon carnet à la couverture bleue et j'ai écrit une nouvelle liste. Consulter une avocate, parler à Sophie, rassembler les documents, verrouiller l'atelier de couture, changer la serrure. Chaque point était une petite révolution. Mais pour moi, c'était un cri de sauvetage. Je n'allais pas disparaître à nouveau. J'allais apparaître. Et quand j'apparaîtrais, ils n'allaient pas reconnaître la femme qu'ils avaient laissée oublier dans cette maison. Je me suis réveillée avant le lever du soleil. Pas à cause des enfants qui couraient, pas à cause de la télé trop forte, mais parce que cette nuit-là avait été différente. Pendant la nuit, j'ai rêvé de ma mère. Elle était assise sur le porche de la maison où j'ai grandi, en train de tresser de la paille pour faire des paniers. Moi, enfant, je l'observais. Elle m'a regardé, a souri et m'a dit « Seul celui qui ne se relève pas a perdu ». Je me suis réveillée avec cette phrase qui résonnait dans ma poitrine. Et pour la première fois depuis longtemps, je me suis levée avec un plan. Pendant que tout le monde dormait encore, j'ai mis mes plus beaux vêtements. Un pantalon sombre et un chemisier bleu à fleurs que je ne portais presque jamais. J'ai mis du rouge à lèvres. Je me suis coiffée. J'ai fait du café juste pour moi. Je l'ai bu en silence. J'ai laissé un mot collé sur la porte de ma chambre. Je reviens plus tard. Ne m'attendez pas pour le déjeuner. J'ai fermé la porte sans faire de bruit. J'ai pris le bus de 7h15 pour le centre-ville. Je suis descendue 2 rues avant ma destination et j'ai marché lentement. Je savais exactement où j'allais. 2 ans plus tôt, avant la pandémie, j'avais commencé un petit boulot dans une entreprise de confection. C'était un travail difficile, mais honnête. Je m'y suis fait des amis. On m'appelait Madame Hélène, avec respect. Le patron, Monsieur Renaud, était un homme juste. Il est décédé à la fin de l'année dernière, peu de temps après m'avoir licencié avec une généreuse indemnité. Il m'a dit qu'il était reconnaissant pour les années où j'avais tenu bon quand il avait eu des problèmes de santé. Ce qu'Édouard ne savait pas, c'est que, en plus de l'indemnité, Monsieur Renaud m'avait incluse dans une clause de son testament. Rien de grandiose, mais significatif. C'est de cela que j'allais m'occuper maintenant. Je suis arrivée à l'agence bancaire où l'on m'avait conseillé de régler les formalités. Une conseillère m'a reçue. Elle s'appelait Paula. Jeune, sympathique, mais avec un regard attentif. « Vous êtes Madame Hélène Dubois ? C'est bien moi. » Elle a souri. « Nous attendions votre visite. Nous avons quelques documents pour finaliser le virement. J'ai signé là où on m'a dit. J'ai tout lu attentivement. Et le montant ? Puis-je demander ? » Elle a tourné l'écran. Mon regard s'est figé. Ce n'était pas peu. C'était plus que ce que j'avais jamais rêvé d'avoir. Avec ça, je pouvais recommencer. Je n'avais besoin de personne. Pour la première fois, tout ce que j'avais construit était à mon nom. J'ai souri. Paula l'a remarqué. « Vous semblez surprise ?» Je le suis, mais dans le bon sens. Elle m'a tendu une enveloppe avec les papiers. « Et maintenant, Madame Dubois, qu'allez-vous faire ?» J'ai réfléchi quelques secondes. « Maintenant, je rentre à la maison, mais pas comme avant. Je suis sortie de l'agence d'un pas assuré. La ville semblait différente. Le même bus, le même trottoir, mais moi, une autre. En chemin, je suis passée devant une agence immobilière. Je me suis arrêtée. Je suis entrée. « Bonjour, vous cherchez quelque chose ?»« Oui, je voudrais voir des petits appartements, juste pour une personne, avec un balcon, si possible. » La jeune femme m'a regardée un peu surprise, mais elle est allée à son ordinateur. Pendant qu'elle cherchait, j'ai vu mon reflet dans la vitre de la vitrine. C'était comme si je me voyais pour la première fois. Les cheveux coiffés, la posture droite, le regard ferme. Je ne ressemblais pas à une femme désespérée. Je ressemblais à quelqu'un en paix. J'ai noté 2 adresses et j'ai dit que je reviendrais plus tard. En fin de matinée, je suis passée chez Sophie. Elle était sur son balcon, comme toujours. « Où allez-vous si élégante ?» a-t-elle plaisanté. « Régler ma vie. » Elle m'a invitée à entrer, mais je voulais juste discuter un peu dehors. Je lui ai tout raconté. L'héritage, la banque, le plan. Sophie a écarquillé les yeux. « Hélène, ça change tout. Ça change. Mais je ne quitterai pas ma maison. » « Comment ça ? Je vais leur montrer que c'est moi qui décide. » Elle m'a pris la main. « Tu veux de l'aide ? » ?»« Pas encore. Mais si j'en ai besoin, je peux compter sur toi ?» Elle a hoché la tête. « Toujours. » Je suis rentrée à la maison en début d'après-midi. Nathalie était assise sur le canapé, les enfants jouaient par terre, Madame Sylvie regardait son feuilleton. Édouard n'était pas là. Elle m'a regardée de haut en bas. « Tu es sortie ? » « Oui. Tu étais jolie. Où es-tu allée ? » « À la banque. »
Régler quelque chose? Tout régler. Elle a semblé mal à l'aise, mais elle n'a plus posé de questions. Je suis allée dans ma chambre. J'ai fermé la porte. J'ai rangé les papiers dans le tiroir du bas, je l'ai fermé à clé. Ce soir-là, j'ai dîné seule. Ils ont mangé dans le salon. Personne ne m'a appelé, mais ça ne m'a pas dérangée. J'ai mangé lentement. Chaque bouchée était une victoire. Après, je me suis assise dans le jardin, seule. J'ai regardé les étoiles, j'ai respiré. Et pour la première fois depuis des années, je ne me suis pas sentie perdue. Le lendemain, je me suis réveillée avec les bruits habituels. Des pas pressés, une casserole qui claque, des voix dans la cuisine. Mais cette fois, je ne me suis pas levée en courant. Je suis restée au lit jusqu'à ce que le soleil touche mon visage. Je me suis levée lentement. Je me suis changée. Je me suis coiffée. Je me suis regardée dans le miroir. J'avais l'air calme. Mais à l'intérieur, c'était comme si une armée marchait en silence. Quand je suis sortie de la chambre, Madame Sylvie était déjà à table, prenant son café avec du pain et du beurre. « Bien dormi, Hélène ?» a-t-elle demandé, sans quitter la télévision des yeux. « Très bien. » Je suis allée vers la cuisinière. Il n'y avait plus de café, pas même une tasse propre. J'ai rempli la bouilloire. Je l'ai mise sur le feu. Nathalie est apparue, son téléphone à la main. « Salut, bonjour. Tu peux t'occuper du dîner ce soir? J'ai des réunions toute la journée. »« Je peux. »« Merci, hein ?» Elle est partie sans attendre de réponse. J'ai pris mon carnet bleu et j'ai ouvert une nouvelle page. J'ai écrit « Aujourd'hui, observer ». Et c'est ce que j'ai fait. J'ai observé comment ils traitaient la maison comme si elle était à eux. J'ai observé les conversations chuchotées, les rires étouffés, les ordres non dits, mais toujours attendus. J'ai observé comment Édouard me regardait peu, et quand il me regardait, c'était comme s'il n'attendait de moi que silence et service. Mais j'ai aussi commencé à agir, de petites choses. J'ai changé le mot de passe du Wi-Fi. J'ai dit que le routeur avait besoin d'une maintenance. J'ai débranché le filtre à eau pour des problèmes électriques. J'ai changé la disposition des casseroles. J'ai caché une partie de la vaisselle. J'ai verrouillé l'atelier de couture avec un cadenas. « Pourquoi tu as fermé à clé, mamie ?» a demandé Lucas. « Parce que maintenant, cet atelier est à moi toute seule. » Il n'a pas compris, mais il a respecté. Nathalie n'a rien dit. Mais je l'ai vu en parler avec Édouard le soir. « Ta mère est bizarre. C'est juste une phase. Laisse tomber. » À la fin de la semaine, j'ai demandé à Sophie de m'accompagner à l'agence immobilière. Nous avons visité 3 appartements. L'un d'eux m'a charmé. Petit, lumineux, un balcon avec vue sur la rue, une cuisine avec de la place pour ma machine à coudre. J'ai signé la proposition. Je suis rentrée à la maison avec un sourire qui ne tenait pas sur mon visage. Édouard m'a vu entrer avec l'enveloppe. « Tu es encore allé à la banque ?»« Oui. »« Qu'est-ce que tu fais avec tout cet argent ?» Je l'ai regardé dans les yeux. « Je me prépare. » Il a ri. « Tu te prépares à quoi ?»« À être heureuse. » Il est resté silencieux. Je suis montée et j'ai fermé la porte. Cette nuit-là, j'ai fermé toutes les serrures à double tour, y compris celles de l'intérieur. Le lendemain matin, je suis allée à la boulangerie. J'ai acheté du pain frais, du fromage et un petit pot de confiture. J'ai préparé un petit déjeuner rien que pour moi. J'ai tout disposé sur le balcon. Je me suis assise là, seule, comme j'en avais toujours rêvé. Lucas est apparu. « Mamie, je peux manger avec toi ?»« Pas aujourd'hui. Ce petit déjeuner est à mamie. » Il a froncé les sourcils, mais n'a pas pleuré. Il est simplement rentré. Peu de temps après, Édouard est venu. « Tout va bien ?»« Oui. Pourquoi ?»« Je ne sais pas. Tu es un peu différente. »« Je le suis. Tu veux parler ?»« Pas encore. » Il a semblé confus. « Tu me fais peur. »« Pourquoi ? Parce que maintenant j'existe ?» Il n'a pas répondu. Ce soir-là, j'ai reçu un email de l'agence immobilière. La proposition avait été acceptée. J'ai pris mon carnet bleu. J'ai écrit « Prochaine étape, communiquer ». Mais pas ce jour-là. Pas encore. Ils n'étaient pas prêts à écouter. Et je n'étais pas encore prête à parler. Mais ce n'était plus une question de si. C'était juste une question de quand. Et le quand approchait. Pendant qu'ils planifiaient encore des changements dans la maison, je planifiais ma sortie. Et ils ne se doutèrent de rien. Mais bientôt, ils allaient le découvrir. Ce matin-là, j'ai pris ma décision. Je me suis réveillée avec l'odeur du café fraîchement préparé. Mais ce n'était pas le mien. J'ai entendu le bruit de la bouilloire dans la cuisine et j'ai senti que c'était le moment. Je me suis habillée simplement, mais impeccablement. Une blouse blanche et un jean foncé. Bien repassé,
les cheveux attachés avec une pince que quelqu'un m'avait offerte. J'ai bu une gorgée de café sur le balcon. Le silence était chaud, paisible. Mon silence. Quand je suis entrée, ils étaient réunis dans le salon. Édouard lisait le journal, Nathalie sur son téléphone. La belle-mère regardait son feuilleton. Les enfants jouaient avec des petites voitures sur le tapis. Je me suis arrêtée sur le seuil. « Il faut que je vous parle », ai-je dit d'une voix calme. Le bruit a cessé. Ils ont levé les yeux, surpris. « J'ai pris rendez-vous avec une avocate », ai-je continué, « et je veux clarifier une chose. Cette maison est à moi, Hélène Dubois, depuis que je l'ai achetée il y a 11 ans. Elle n'a jamais été au nom de quelqu'un d'autre. » Le silence s'est fait dans la pièce. Les enfants ont regardé, curieux. Madame Sylvie a cessé de fouiller dans son sac. Nathalie a ramené ses cheveux derrière son oreille, nerveuse. Édouard a lâché son journal. « Je n'ai jamais dit non quand vous avez demandé. Je ne me suis jamais plainte. Mais je n'ai jamais non plus cédé ce qui est à moi sans droit. Cette maison est à moi. Vous avez 7 jours pour partir. J'ai accepté d'être une mère. Je le dis avec fierté, mais je n'accepte pas d'être réduite à cela. Je pouvais voir l'impact sur leur visage, un mélange de choc, d'indignation et d'incrédulité. « Tu ne peux pas faire ça, maman », a dit Édouard, commençant à s'irriter. « Je le peux, et je le ferai. Mais où allons-nous vivre maintenant? C'est votre problème. Vous avez pris des décisions sur ma vie sans me consulter. Maintenant, vous devez en assumer les conséquences. » J'ai vu Nathalie se lever. Elle tremblait. « C'est humiliant. »« Humiliant ?» ai-je demandé, la question sonnant comme un coup. « Humiliant, c'est de me traiter comme si j'étais inutile. C'est de décider pour tout le monde ici comme si j'étais un obstacle. C'est d'envahir ma maison et de m'appeler maman à tout bout de champ. » Elle a essayé d'argumenter. Elle a essayé de pleurer. Elle a essayé de faire appel à sa mère. Mais j'ai eu le dernier mot. Ma patience a des limites plus grandes que vous ne le pensez. Puis j'ai tendu une enveloppe à Édouard. Il l'a ouverte, au ralenti, avec l'expression de quelqu'un qui s'attend à un nouveau problème. Voici les justificatifs du virement. Le montant de l'épargne, de l'indemnité. Tout est enregistré. J'ai acheté une petite maison, un appartement de l'autre côté de la ville, avec un balcon, de la lumière naturelle, et avec de la place juste pour moi. Ses mains tremblaient. Il a dégluti. « Tu as acheté un autre endroit ?» a demandé Nathalie, l'incrédulité dans les yeux. « Oui, et je vais y vivre. La maison reste à moi, mais je ne vivrai pas dans cette prison émotionnelle que vous avez transformée en foyer. » La belle-fille a tenté de l'interrompre. « C'est de la vengeance. » « Non. » Ma réponse fut sèche. « C'est de la liberté. »« Et vous allez revivre seul ?» ont-ils demandé sur un ton accusateur, mais craignant de perdre leur toit. « Oui, seul, comme j'ai toujours vécu. Comme je veux que ce soit à partir de maintenant. » Un silence pesant est tombé sur la pièce. Ils ne savaient pas quoi dire. Les enfants regardaient, confus. Madame Sylvie a baissé la tête. « Où va aller mamie ?» a demandé Lucas, la voix tremblante. « Mamie ira chez son autre fils, qui habite près de chez elle, » ai-je répondu délicatement. Je jure que j'ai eu pitié d'elle. Mais je ne pouvais pas changer mes décisions par peur de blesser. La porte du couloir s'est refermée sur les pleurs de Chloé. Elle a eu peur, mais elle est restée silencieuse. « Vous irez bien ?» a demandé Madame Sylvie, la voix maintenant étranglée par l'émotion. « J'irai bien », ai-je confirmé, parce que je vais prendre soin de moi pour la première fois, sans culpabilité. Je suis restée debout, ferme. Et pour les enfants, vous pourrez venir les voir quand vous voudrez, mais sans obligation. Édouard a tenté une dernière offensive. « Maman, tu ne peux pas me déshériter. Je ne te déshérite pas. Je fixe des limites. Et vous apprendrez à me respecter dans l'absence comme dans la présence. » Il a regardé le sol. « Mais pourquoi, maman ?» a-t-il demandé, presque en pleurant. « Parce que parfois, l'amour se montre plus dans le silence que dans le son de la voix. Parce que permettre que vous envahissiez mon foyer, c'était perdre un peu de moi-même. Et je ne veux plus rien perdre. » En me levant, j'ai pris mon sac et je me suis préparée à sortir. « Où vas-tu » a-t-il demandé confus. « Je vais prendre ma voiture. »« Et dormir là-bas ce soir. »« Seul ?»« Oui. » Son regard a dit tout ce que les mots n'ont pas pu atteindre. Ils ont commencé à rassembler leurs affaires, en silence, chacun lentement, comme s'ils démantelaient une partie d'un mensonge. La belle-fille a refusé de l'aide. La belle-mère a pleuré en silence dans son coin. Les enfants se sont cachés sous le tapis, effrayés par l'atmosphère lourde. Pendant ce temps, je tenais fermement la porte.
J'ai regardé cette pièce qui a marqué mon histoire. Le même sol, le même canapé, les mêmes murs que j'avais peints avec soin. Merci pour tout. Mais cette histoire est terminée. Le salon se brisait en silence. J'ai traversé le couloir, j'ai passé la porte d'entrée, je l'ai fermée avec mes doigts, en tournant la clé. Dehors, j'ai respiré l'air de la liberté. De l'intérieur, on a entendu un bruit de pas étouffé. Édouard m'a regardé à travers la vitre de la porte. Un regard qui mêlait tristesse et respect. Il n'a rien dit. Ce n'était pas nécessaire. J'ai continué d'un pas ferme. J'ai ouvert ma voiture. Les étoiles à travers la fenêtre m'ont souhaité la bienvenue. Et à cet instant, j'ai gagné ma paix. La porte de la maison s'est refermée avec un claquement qui a résonné dans le cœur de chacun de ceux qui sont restés là. Leur zone de confort était brisée. En moi, un calme anxieux. Dehors, un silence qui en disait plus que les mots. Ils se sont arrêtés. Tous. Le salon est devenu vide de sons, mais plein d'émotions. Tant qu'il était possible d'entendre le silence lui-même. À l'entrée, quand j'ai tiré la poignée pour la dernière fois, j'ai vu Madame Sylvie. « Ma fille » a-t-elle essayé de dire, la voix étranglée. Mais elle n'a pas réussi. Le jeune homme qui apportait les cartons du camion m'a regardé à travers la vitre. Il a voulu demander quelque chose. Peut-être des excuses, peut-être « mais maman », mais il n'a rien dit. Les enfants. Lucas nettoyait la piste qu'il avait faite avec sa petite voiture dans le salon. Il essayait d'arrêter de pleurer. Chloé regardait par la vitre, serrant sa poupée dans ses bras. Ses grands yeux reflétaient la confusion, la douleur, la nostalgie et la peur. Nathalie est restée immobile près du canapé. Elle a passé son doigt sur le col de sa blouse. Elle a remué le bout de son pied sur le tapis. Elle semblait sentir le poids de toute la maison peser sur ses épaules. Édouard. C'est lui qui est resté le plus longtemps immobile. Il s'est appuyé contre le chambranle de la porte du salon, les yeux encore humides. Il a essayé de dire quelque chose, mais n'a pas trouvé de mots qui aient un sens. Il aurait pu essayer de se justifier. « Vous n'avez rien dit hier. Je pensais que vous seriez d'accord. Mais j'étais déjà dans la rue. Et ça, face à n'importe quel argument, c'est un silence qui l'emporte sur un cri. » La belle-mère, Madame Sylvie, s'est approchée de lui lentement, si fragile. Elle a passé son bras sur ses épaules, presque comme pour envelopper un garçon. Pas un homme adulte qui se comportait en créateur de tempête. « Tout ira bien, mon fils » a-t-elle murmuré. Mais à qui? À lui? À moi? À la maison qui disait adieu? Il a fixé la porte pendant que je fermais le coffre de ma voiture. Je portais ma vieille valise, remplie de vêtements d'été et de mon carnet bleu à l'intérieur. Nathalie est restée derrière la belle-mère. Quand je suis passé près d'elle, elle a détourné le regard. Pendant un instant, j'ai eu envie de rester, de dire que la porte serait toujours ouverte. Mais le tremblement de toute la maison s'arrêtait à ces heures-là et j'ai préféré me préserver. J'ai fermé la voiture. Le son métallique de la portière qui se verrouille m'a soulagé. C'était comme une coupure entre qui j'avais été et qui j'étais en train de devenir. Alors que je mettais le contact, il est apparu à travers la vitre. C'était Édouard, avec une expression qui mêlait culpabilité et soulagement. Il a baissé la vitre. « Maman », mais il n'a rien dit de plus, il m'a juste regardé. La voiture est partie lentement. Les autres sont restés sur le porche, fronçant les sourcils, les yeux rivés sur mes rétroviseurs. Les enfants ont couru vers la porte. Il s'est passé quelque chose entre son regard et le mien, trop rapide. Pourtant, j'ai compris. C'était de la nostalgie. J'ai claqué la portière de la voiture et j'ai saisi le volant. Le soleil frappait le pare-brise comme pour authentifier un nouveau cycle. J'ai expiré. J'ai respiré profondément. Et j'ai continué. Ma première destination a été l'appartement de l'autre côté de la ville, que j'avais visité avec Sophie. J'ai ouvert la porte de l'appartement. Il était plus petit, chaleureux. Une odeur de peinture fraîche qui devait encore s'estomper, mais il avait déjà de la vie. Sur les murs clairs, j'ai vu le potentiel pour ma machine à coudre. Sur le balcon, j'ai senti le vent qui me disait que là, ce serait mon coin. J'ai fermé les yeux et j'ai soupiré. Quand je suis rentrée à la maison, où je ne vivais plus, j'ai senti le poids de mon absence, mais aussi la légèreté du silence qui était auparavant mon privilège. Il y avait un vide qu'ils avaient créé là-dedans. Mais moi, je portais ma force en moi. Quelques jours plus tard, j'ai reçu des messages d'amis émus. « Tout ira bien. Tu le mérites. Quel courage. » J'ai eu de longues conversations avec Sophie. Elle m'a aidé à choisir les meubles, à accrocher des tableaux, à installer le rideau du balcon.
J'ai redécouvert ma maison, maintenant seulement la mienne, avec les pas de quelqu'un qui retrouve son équilibre. Pendant ce temps, les couloirs de l'ancienne maison sont restés vides. J'ai lu un mot de la voisine. J'ai vu le camion partir. L'odeur de votre café sur le balcon m'a manqué. J'ai senti un pincement au cœur. Pas de regret, mais de présence disparue. Le samedi suivant, Lucas et Chloé sont venus me rendre visite. Timides au début. Mais ils ont esquissé un sourire timide en voyant mon vieux canapé, le tapis simple, les pots d'épices sur l'étagère de la cuisine. J'ai servi du jus et des biscuits. Ils ont demandé s'ils pouvaient appeler la maison de mamie la maison. J'ai souri et j'ai dit qu'ils le pouvaient, mais que c'était toujours ma maison et celle de personne d'autre. Ils m'ont serré dans leurs bras, et c'est la première fois que j'ai senti que je n'avais rien perdu. J'avais gagné le respect de mon choix. Édouard m'a envoyé un message. « On pourra parler quand tu voudras. » J'ai hoché la tête en silence en pensant « Ce n'est pas le temps qui guérit. C'est le respect, même dans l'absence. » La belle-fille a effacé mon numéro pendant 2 jours. La belle-mère m'a appelé 2 fois. Elle s'est excusée. Elle a parlé de nostalgie. Je l'ai remerciée et j'ai raccroché avec affection. Mais sans précipitation. Mes petits-enfants m'ont écrit des lettres. « Mamie, on t'aime. Tu nous manques. » J'ai été émue. Je les ai gardés dans le tiroir du carnet bleu. Quelques mois plus tard, j'ai vu Nathalie dans la rue. Elle a arrêté sa voiture. Elle a attendu que je sorte de mon immeuble. « Hélène, pardon. » J'ai répondu avec sérénité. « Je suis contente que tu t'en sois rendu compte. » Elle a pleuré. Je lui ai tenu la main. Et j'ai souhaité qu'elle apprenne ce que j'avais dû apprendre. Que le respect ne s'exige pas en criant. Il se conquiert par le choix de prendre soin ou de partir. Aujourd'hui, quand je regarde cette ancienne maison, je vois l'espace qui était le mien, vide de mon histoire. Et je me perçois entière dans mon nouveau foyer, avec la porte ouverte et les pieds fermement ancrés sur le sol que j'ai construit. Je pensais que l'amour était silence et sacrifice, qu'il suffisait de tout donner, de se taire, d'obéir aux ordres et d'offrir mon corps et mes jours sans protester. Je croyais qu'être mère était renoncement et sens, mais aujourd'hui, je comprends que l'amour, c'est aussi le respect, et que le sacrifice sans reconnaissance, c'est l'invisibilité. J'ai appris, à 60 ans, que ma vie est sacrée, qu'il n'y a pas de plus grande preuve d'amour que de se mettre en premier, pour ensuite choisir d'aider. Quand j'ai quitté cette maison, j'ai emporté plus qu'une valise. J'ai emporté mon identité, ma dignité, mes limites. J'ai découvert que les femmes sont comme des arbres. Des racines profondes nous soutiennent pendant des années. Mais si on les piétine trop, même l'arbre le plus imposant tombe avec le vent qu'il a lui-même généré. Mon ancienne maison était ma racine, mon refuge, et j'ai réalisé que je ne peux pas accepter que des tiers s'enracinent en moi, sans demander la permission. Ça fait mal de l'admettre, mais ça fait plus mal de m'être laissé disparaître au fil des ans, par peur de perdre le peu que j'avais, parce que je pensais protéger, alors qu'en réalité, je me noyais. Ce tournant ne m'a pas rendue riche. Ce n'est pas devenu un conte de fées, mais il m'a rendue entière. J'ai appris que dire « non » ne rend personne cruelle. Ça vous rend humaine. Ça vous rend vraie. Ces derniers mois, j'ai reconstruit ma routine. J'ai appris à cuisiner pour moi-même. J'ai essayé des recettes que je n'avais jamais osées. J'ai acheté de nouveaux tissus. J'ai fait mes premières ventes sur Internet. Et je me suis remise à coudre avec plaisir, pas par obligation. Quand je vois ma chambre avec ma machine à coudre et mes étagères organisées, je sens que j'ai aussi réussi à restaurer mon intérieur. Et le silence que j'ai créé m'a appris autre chose. On peut renoncer à ceux qui nous manquent de respect sans cesser d'être celle qui aime. Je ne suis pas une mère parfaite, et je ne veux pas l'être. Je suis une mère à moitié qui s'est retrouvée. Je suis une femme qui a compris qu'on n'a pas à vivre dans la petite boîte que les autres dessinent pour vous. Élever des enfants ne doit pas signifier renoncer à ses rêves, ni accepter de porter des rêves qui ne sont pas les vôtres comme s'ils étaient des enfants. Mon histoire m'a appris que le respect de soi commence par la capacité à dire « stop », à poser des limites même quand ça fait mal, même quand il pleure, même quand il menace. Parce que les limites, c'est ce qu'il reste quand tout a été donné. Je suis reconnaissante envers mes filles, Valérie et Céline, qui m'ont toujours vue comme une femme avant de me voir comme une mère, qui m'ont aidée à retrouver ma voix quand elle s'était éteinte dans le silence. Je suis reconnaissante envers Sophie, qui m'a tenu la main quand j'ai hésité, qui m'a dit « Tu as le droit d'exister ». Je suis reconnaissante envers moi-même de m'être enfin choisie.
Oui, j'ai perdu certaines choses. La routine forcée. La présence qui n'était pas la mienne. Le titre de mère qui s'est dissous dans le coût émotionnel. Mais j'ai gagné quelque chose qui vaut plus. Entre la paix et la culpabilité, j'ai choisi la paix. Entre être rappelé ou être retrouvé, j'ai choisi d'être retrouvé. Entre recevoir des ordres ou choisir des chemins, j'ai choisi de marcher. Aujourd'hui, je me sens légère comme je ne m'étais pas sentie depuis des décennies. J'ai des projets. Les plantes poussent sur le balcon. Mon petit jardin d'herbes aromatiques respire le soin. Je coude des robes que je vends à des propriétaires de salons de coiffure. Je voyage seule, même pour quelques heures, juste pour être avec moi-même. Et, quand je me regarde dans le miroir, je vois une femme qui ne s'est pas tue, qui ne s'est pas résignée. Je vois Hélène Dubois. Et cette femme est tout ce pourquoi j'ai lutté pour être. Après ce tournant, les changements se sont propagés, mais sans bruit. Dès le premier week-end, j'ai reçu un message d'Édouard. « On pourra parler quand tu voudras. » J'ai lu. J'ai respiré. Je suis restée silencieuse. J'ai seulement répondu « Quand ce sera ?» avec respect. Et j'ai laissé les mots parler plus fort que n'importe quelle justification. Nathalie a effacé mon numéro pendant 2 jours. Quand elle m'a enfin envoyé un message, il disait « Hélène, je suis vraiment désolée. Si tu veux… » Cela semblait sincère. Mais j'ai décidé que je répondrais quand je me sentirais prête. Et cela a pris quelques semaines. Mes filles, Valérie et Céline, ont été mes ponts. Chacune de leurs visites était un nouveau départ. Mon petit-fils Lucas et ma petite-fille Chloé venaient quand ils le voulaient. Pas par obligation. Nous avons fait des gâteaux, accroché une robe de soirée, raconté des histoires drôles et, pour la première fois, leur présence ne me consumait pas. C'était une joie partagée et non un épuisement. Les jours suivants, j'ai maintenu le principe que le respect commençait par l'absence. Édouard évitait les longues visites, mais il m'a envoyé des fleurs pour mes anniversaires silencieux. C'était peut-être une façon de dire « je t'ai aimé », mais j'ai gardé le vase sur l'étagère du salon. C'était un symbole de respect naissant. Avec Nathalie, sont venues les excuses qui n'ont jamais été forcées. « Hélène, j'ai honte d'avoir contribué à envahir ta vie », a-t-elle dit, la voix étranglée. Mon sourire a été sincère. « Je suis contente que tu t'en sois rendu compte », ai-je répondu. Et je n'ai pas offert de porte, mais j'ai tendu un silence accueillant. Elle a compris que tout ne se reconstruit pas avec des mots. Madame Sylvie enfin m'a appelée. « Ma fille, tu me manques », a-t-elle dit en larmes. J'ai proposé d'accueillir des visites rapides, mais j'ai été claire. Cela devait se faire dans le respect. Elle est venue. Elle a apporté un goûter et m'a remercié de m'être recentrée. Elle s'est appuyée sur mon épaule comme si elle avait eu besoin d'entrer dans une maison qui n'était qu'à moi. Avec Sophie, tout a continué. Elle m'a aidée à chercher des ateliers de couture, des cours de patchwork et des marchés d'artisanat. Elle m'a encouragée à voyager seule. J'ai dit « Un jour, je veux connaître les châteaux de la Loire. » Et elle a ri « Réserve, prends des vacances. » 2 mois plus tard, j'ai acheté un billet de train pour Tours et je suis partie seule. Chaque gare me rendait un morceau de moi qui avait disparu entre des chaussures de location, des nuits de veille, des masques de mer parfaites. Quand je suis revenue, j'étais différente, plus légère, plus entière. J'ai commencé à partager sur Internet les robes que je cousais. Avant, c'était par nécessité. Maintenant, c'était par passion. Mes clientes étaient des femmes qui me voyaient comme un exemple. Vous êtes une inspiration. Ces mots faisaient mal et guérissaient en même temps. Au marché artisanal du quartier voisin, j'ai apporté mes tissus et mon travail. J'ai montré mes créations. J'ai reçu les compliments des clients. Une dame à la voix ferme m'a dit « Mamie, vous avez de l'or dans les mains. » J'ai souri et j'ai touché le tissu. C'était mon héritage, mon art, quelque chose de construit en moi. Avec le temps, la nouvelle de la nouvelle maison s'est répandue. Le voisin m'a vu entrer avec ma valise et mon carnet bleu. J'ai signé des documents. Il m'a salué dans l'ascenseur, « Bienvenue », et j'ai répondu, « Maintenant, je le suis ». J'ai observé comment les gens me regardèrent différemment, non plus comme une femme au foyer fatiguée, mais comme une femme qui a choisi de vivre, avec dignité. À Noël, Lucas et Chloé sont revenus avec leur père. Ils sont entrés en courant. « Mamie !» ont-ils crié en me serrant fort dans leurs bras. Édouard est resté en retrait, timide. J'ai pris le carnet bleu et je l'ai tendu aux enfants. Regardez ce que mamie a dessiné. Ils ont souri. J'ai souri. Et dans ce sourire, il y avait tout. Un pardon non accordé,
mais une paix conquise. Édouard m'a dit, quelques jours plus tard, « J'ai compris que tout était mon droit. Mais maintenant, je vois que ça devait être ton choix. » C'est ce qui s'est approché le plus d'excuses de sa part. Je lui ai tenu la main et j'ai dit « Je comprends » et j'ai souri. Parce que voir son évolution faisait partie de la rédemption que je me suis permise de vivre. Aujourd'hui, quand je me réveille, je vois le soleil entrer par la fenêtre du balcon. Les plantes ont poussé. Le basilic, les jasmins et la menthe forment un tapis vert sous le pot. Le jardin d'herbes aromatiques est petit, mais il est à moi. Et chaque feuille me rappelle que j'ai planté ma propre liberté. J'ai des projets. Je vais donner des cours de couture dans un atelier local. Je veux visiter la Provence en hiver. Je veux dormir sans compter les sacrifices qui sont encore à venir. Et je sais que, si un jour je dois choisir entre être rappelé ou être retrouvé, je choisis d'être retrouvé. Parce qu'aujourd'hui, je suis ça, une femme réelle, de chair et de courage. Quelqu'un qui s'est trop tu et qui, finalement, a commencé à parler avec la vie. Et quand je me regarde dans le miroir, je vois Hélène Dubois, celle qui a été mère, celle qui est femme et qui a appris. L'amour de soi est un acte de justice. Pendant longtemps, j'ai cru qu'aimer, c'était me diminuer, qu'être mère, c'était supporter, qu'être femme, c'était se taire. Je disais « oui » avec une boule dans la gorge. J'acceptais des invitations qui m'effaçaient. Je souriais pour ne pas être considérée comme ingrate. Et tout le monde pensait que tout allait bien. Mais personne ne voyait ce que je ressentais la nuit, allongée seule. Personne n'entendait les cris que j'avalais avec mon petit déjeuner. Personne ne me demandait si j'avais aussi des rêves. La vérité, c'est que je me suis perdue en essayant d'être tout pour tout le monde. Et j'ai oublié d'être quelque chose, pour moi. Jusqu'au jour où j'ai entendu de la bouche de mon propre fils, « On a déjà décidé, la maison sera à nous maintenant. » Ce jour-là, quelque chose en moi est mort, mais autre chose est né. Quelque chose que j'avais moi-même enterré, mon courage. Depuis, ma vie a été bouleversée. Mais aujourd'hui, je choisis qui entre dans ma maison. Je choisis qui écoute ma voix. Et surtout, je choisis qui me respecte. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que cette histoire a touché quelque chose en vous, si vous vous êtes déjà senti invisible, utilisé ou effacé dans votre propre maison, écrivez ici dans les commentaires « Moi aussi, j'ai appris à dire stop ». Transformons cette phrase en un cri silencieux de femmes qui se sont réveillées. Et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que, même quand il semble tard, il est encore temps de se choisir. Parce que vous n'êtes pas seul et votre histoire est encore en train de s'écrire.